Bien, bonsoir à tous, je vous propose de commencer. Bienvenue à Léonard Paris, le temps que les derniers s'installent. Vous êtes ici dans le laboratoire ouvert du futur des villes et des infrastructures. Alors, je vais juste demander à ce qu'on éteigne la musique, ça m'évitera de chanter. Pour vous surtout. Vous êtes ici dans le laboratoire ouvert du futur des villes et des infrastructures qui a été mis en place par le groupe Vinci, dispositif qui a vocation, au travers d'un certain nombre de programmes, de se positionner sur l'exploration, l'entrepreneuriat autour de ces sujets qui façonnent les villes et les infrastructures de demain. Nous avons souhaité ce soir vous faire un retour de ce que nous avons pu identifier au CES. Je vais vous en dire quelques mots, je vais vous faire une introduction assez rapide et générale pour rentrer avec un certain nombre d'intervenants qui vous seront présentés dans le cœur de ce qui nous paraît devoir être synthétisé sur cette édition du CES. Alors, le groupe Vinci a décidé, comme maintenant depuis 2 ans, d'envoyer une Learning Expedition à Las Vegas, à ce CES. Donc, on a eu une quinzaine de personnes des différentes entités du groupe qui se sont rendues début janvier à Las Vegas. Il y a eu également une équipe de Vinci Énergie qui est allée creuser certaines spécificités de leur métier. Et c'est grâce à cette présence à Las Vegas que nous pouvons organiser cet événement ce soir. Peut-être quelques mots sur ce salon. Alors on en entend beaucoup parler dans la presse maintenant depuis quelques années. Juste vous redonner quelques éléments pour recadrer ce que on va pouvoir vous exprimer ce soir. Alors c'est le premier salon technologique au monde. C'est un salon qui a été créé en 1957, qui était très axé sur les biens de consommation particulier. Il y avait à sa création à peu près 10 000 personnes, je reviens sur les chiffres, 10 000 personnes qui étaient présentes. Et comme vous pouvez le voir sur ces chiffres qui, je l'espère, vont revenir. Voilà. C'est un salon qui a considérablement gagné en présence, en rayonnement et en entreprises exposantes. 182 000 participants cette année avec plus de 4 500 entreprises. C'est un salon qui est assez gigantesque, donc il est parfois un peu difficile de s'y repérer, mais on va essayer de vous donner ces clés ce soir. Alors, je vous le disais, c'est un salon qui s'est historiquement concentré sur les biens de consommation particuliers, mais on constate depuis maintenant une dizaine d'années une présence en réalité sur beaucoup plus de compartiments que ces seuls biens de consommation et avec des mises en avant de nombreuses technologies et certains exemples d'entreprises feront écho à ces technologies. Mathieu vous en présenteront quelques-unes qui structurent de plus en plus les innovations que l'on peut regarder sur ce marché. Alors on parle de connectivité très haut débit, très haute disponibilité avec la 5G, des sauts technologiques sur les qualités d'écran avec les premiers écrans en 8K qui sont présentés. Bien évidemment, toutes les logiques de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui nourrissent ces innovations. Et bien sûr l'intelligence artificielle qui est présente dans de nombreuses propositions. C'est, je le disais, un salon qui a su déborder de son périmètre historique pour aller toucher des secteurs comme tout ce qui est e-santé, smart building, smart home, mobilité. On fera un focus un peu particulier sur la mobilité et vous verrez comment l'ensemble de ces technologies ont maintenant
déboucher sur des vrais positionnements plus industriels que les simples biens de consommation. On en voit beaucoup malgré tout, et la presse s'en fait largement écho. Intéressant aussi, et je terminerai sur cette dernière dynamique et cette dernière tendance que l'on a pu constater, c'est la présence française sur ce salon. Il y a cette année plus de 400 entreprises qui ont exposé au CES, et notamment une très importante cohorte de startups qui étaient présentes dans ce qu'on appelle l'Eureka Park, qui est l'une des zones de ce salon qui met en avant les solutions portées par ce type d'entreprise, avec un fort accompagnement de la mission French Tech, qui vient consolider cette présence française au CES. Et vous voyez la photo la photo en arrière-plan, avec ce petit coq rouge qui est très présent quand vous rentrez dans cette Eureka Park. Voilà, s'il fallait vous en convaincre, cette dynamique de la présence française, notamment des startups, vous est illustrée aujourd'hui, vous est illustrée sur ce graphique. Et c'est la deuxième délégation mondiale en termes de nombre de startups qui expose au CES. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Si peut-être vous citez parmi peut-être cette foule de start-up deux entreprises françaises. La première, c'est Snips. Snips, alors je ne sais pas si dans la salle beaucoup ont des assistants, des petites enceintes connectées, assistants vocaux type Alexa, Google Home. Snips, c'est la start-up qui veut tuer Alexa en proposant une solution de reconnaissance et d'assistance vocale embarquée dans l'enceinte, et qui permet de garantir les données personnelles et les données personnelles des utilisateurs. Il y a vraiment une volonté de cette start-up de rendre ce service en embarquant la technologie dans l'enceinte, sans connectivité avec le cloud, qui est le modèle qui est décrié par cette startup. Et elle a obtenu un des Best of Awards pour cette année. Tout autre domaine avec BeLife. Alors BeLife, c'est une petite start-up d'Aix-en-Provence qui propose une solution qui s'appelle Cocoon. Et Cocoon, c'est une ruche pour abeilles 100% durable, et qui est avec de la technologie à l'intérieur, et qui permet de monitorer notamment la température à l'intérieur de la ruche pour pouvoir éliminer les parasites et garantir à ces ruches une durée de vie beaucoup plus importante. C'est une petite ruche en fibre, en nouveaux matériaux composites, et qui a aussi obtenu cet award. Vous avez les catégories dans lesquelles ces deux startups se sont illustrées. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Mathieu, que je cherchais du regard, et qui va vous présenter quelques-unes des technologies qui nous ont apparues les plus importantes. Merci Julien, bonjour à tous. Je suis Mathieu Rondeau, je m'occupe notamment de la veille pour Léonard et donc de la production des articles que nous publions régulièrement et qui donnent à voir justement les évolutions dans les métiers qui sont les nôtres. Et je voulais effectivement vous compléter cette introduction avec un regard sur trois des technologies qui sous-tendent les applications nombreuses que nous allons voir. Alors, il a fallu faire des choix. Vous retrouverez dans la présentation, dans notre restitution de l'expédition de l'an dernier, un peu plus de détails. Et cette fois-ci, pour aller plus vite, on a décidé de se concentrer sur la 5G, bien évidemment, qui est quand même l'une des technologies, l'une des tendances annoncées l'an dernier, qui tente à se concrétiser et sur laquelle on sent que des grandes batailles d'enjeux sont en train de se concrétiser, de se cristalliser. L'intelligence artificielle et en particulier l'Edge Analytics est bien évidemment une grosse tendance que vous avez tous et toutes lu et vu commenter largement, qui est la question donc de l'interface voix.
De la 5G, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est en train de s'imposer, elle va s'imposer parce qu'elle devient eh bien, le nouveau standard de l'Internet des objets. Si on écoute les fabricants et les constructeurs en particulier de microprocesseurs, eh bien, le diagnostic est simple. On a passé les 30 dernières années à connecter les hommes et on passera les 30 prochaines années à connecter les objets. Connecter les objets, ce que ça veut dire, eh bien, c'est un nombre exponentiel de devices connectés. Ce ne sont plus seulement, bien évidemment, des ordinateurs, des smartphones ou encore, que sais-je, des enceintes, on va en reparler dans un instant, mais c'est aussi l'ensemble eh bien, de nos environnements et en particulier des applications et des objets industriels qui sont connectés. C'est l'ensemble des applications de la maison dites intelligentes. C'est l'ensemble des véhicules qui sont d'ores et déjà le plus souvent connectés et qui demain reposeront lourdement sur la 5G pour assurer leur capacité promise d'autonomie. On en reparlera tout à l'heure avec Pierre. Les principaux atouts de la 5G, c'est le débit, certes. C'est-à-dire qu'on parle eh bien, de passer d'un débit typique, ou en tout cas idéal et optimal de 10 gigabits seconde pour eh bien, de la 4G, la LTE et les derniers avatars de la 4G. Pour la 5G, on parle de 10 terabits, donc par kilomètre carré, donc une extrême, disons, densité et la capacité d'opérer des débits très, très importants. Plus encore, ce qui va intéresser avec la 5G, c'est la promesse de temps de latence qui sont bien plus performants que ceux qui sont assurés par la 4G. Et c'est l'une des démonstrations que Verizon que Verizon notamment faisait sur son stand, qui est celle justement de la capacité de la 5G, eh bien, de transmettre un signal et en particulier un contenu type vidéo, etc., sans aucune latence ou avec une latence minimale qui va passer de 10 millisecondes à, promettons, une milliseconde. Autre perspective intéressante, la capacité justement de continuer de transmettre et de continuer sans interruption de signal, de transmettre jusqu'à 500 km/h en mouvement. Ça ouvre évidemment un champ d'application qui est important. Ce qu'il faut retenir, c'est, je dirais, la robustesse de ces connexions qui, de surcroît, donc, permettront eh bien, d'assurer des charges beaucoup plus importantes, une connectivité renforcée au nombre donc, de devices connectés. Ce qu'on peut dire encore de la 5G, c'est que dans le monde, ce sont les États-Unis et la Corée qui sont de loin les plus avancés dans le déploiement et dans, je dirais, la création des applications donc, de la 5G, qui sont eh bien, poussées par des industries puissantes. On va reparler dans un instant de Huawei, de Qualcomm. On aurait pu parler de Samsung, qui sont, je dirais, aux avant-postes du déploiement de la 5G. En Europe et en France en particulier, le déploiement est plus tardif, mais eh bien, Bouygues Telecom et Huawei ont annoncé un premier partenariat et de premières expérimentations donc, qui devraient se dérouler courant 2020. En un mot, la 5G, c'est aussi la promesse finalement d'une pervasivité complète du réseau et finalement, c'est peut-être la route vers l'abandon de technologies sur lesquelles, eh bien, qu'on utilise aujourd'hui énormément, qui sont en particulier le Wi-Fi. Un premier routeur 5G donc, a été présenté à CES, un routeur D-Link, qui permet eh bien, d'assurer le déploiement très rapide de réseaux locaux extrêmement performants. Les contraintes, il y en a, outre bien évidemment le renouvellement de l'ensemble des équipements de réseau et des terminaux. Il y a d'autres problématiques qui sont liées à des enjeux physiques. D'abord, la 5G repose sur des ondes millimétriques, donc, dont la bande de fréquence est comprise entre 30 et 300 GHz et dont la portée est moindre que la 4G. Donc il va falloir, pour couvrir les mêmes espaces, eh bien, densifier et déployer plus d'antennes, de nouvelles antennes, mais aussi plus d'antennes. Ce qui peut, et c'est le point 3 et la question donc, de l'impact et de la couverture, bien évidemment, poser des enjeux d'ordre de l'acceptabilité de ces nouveaux réseaux, de la tolérance eh bien, aux contraintes environnementales notamment qu'elles peuvent constituer. On en reparlera. Je parlais des industriels aujourd'hui, enfin, qui poussent et qui sont extrêmement présents à CES et qui poussent le déploiement de ces usages. Je n'en mentionnerai deux. Le premier, et les deux sont américains, le premier c'est Qualcomm, qui a annoncé à CES qu'il équiperait donc 30 terminaux
5G principalement des téléphones mobiles dès 2019. C'est-à-dire que véritablement les usages et les devices sont en train de se déployer. Un autre fabricant majeur qui est Intel, que l'an dernier on avait vu très engagé dans une sorte de course aux microprocesseurs et notamment à la computer vision avec Nvidia. C'est Intel qui, lui, déploie aussi de gros efforts d'ingénierie, bien évidemment, mais aussi de gros moyens marketing pour s'installer dans toute la chaîne et la chaîne de valeur, justement, de ce marché très, très prometteur de la 5G, et en particulier avec l'ambition de capter une partie conséquente du marché des équipements de réseau. La deuxième tendance dont je voulais parler brièvement et qui nous a comme l'an dernier d'ailleurs, mais avec peut-être encore plus de sensibilité impressionnée au cours de ce CES 2019, c'est l'edge computing. L'edge computing, c'est la capacité à intégrer des fonctions d'analyse et de traitement de données, non plus dans le cloud, où sont logées la plupart des applications de l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc les loger non plus dans le cloud, mais sur les équipements eux-mêmes. L'edge computing, c'est la promesse de pratiquer de l'intelligence artificielle embarquée, ce qui semble être une promesse importante. Je pense que bon nombre d'entre vous, si vous êtes intéressés aux véhicules autonomes, avaient lu que ce véhicule autonome reposerait massivement sur des transmissions de données extrêmement importantes. Il s'agit d'échanger de la cartographie HD, d'échanger de l'information sur l'état du trafic, de l'état du réseau, mais aussi d'échanger donc de la donnée qui va être calculée à distance quelquefois. Cette fois, il s'agit de limiter la dépendance au réseau pour pouvoir traiter plus d'informations donc, à bord. Une start-up française qui nous était apparue l'an dernier sous un autre nom, mais qui revient donc à CES à cette occasion, s'appelait Chronocam en 2018, s'appelle Prophecy cette année, mais encore une fois, semble être une de celles qui, en s'appuyant sur de la hard tech très avancée, promet justement des traitements d'images et de la computer vision très avancés et particulièrement rapides, donc, et à destination notamment de l'industrie automobile. La dernière tendance sur laquelle je veux m'arrêter, alors ce n'est pas à proprement parler une tendance technologique, c'est plutôt le produit de plusieurs tendances technologiques, c'est celle de la voix. La voix qui s'impose donc comme interface de la plupart des applications, en tout cas les plus mises en valeur à CES. Aujourd'hui, donc, on parle volontiers des assistants vocaux, mais ces assistants vocaux, naturellement, vont se dissoudre, pour ainsi dire. Aujourd'hui, on parle d'une centaine de millions d'assistants vocaux déployés fin 2018. Ces assistants vocaux, ces technologies, se dissolvent progressivement dans l'ensemble des applications ou dans l'environnement. Et cet environnement, c'est bien évidemment l'automobile, c'est la maison, et c'est un point sur lequel je voudrais revenir. Alors les usages, comparés aux usages promis, les usages réels peuvent paraître un peu décevants aujourd'hui pour ces enceintes connectées. À 60%, il s'agit de jouer de la musique. Pour la moitié des utilisateurs, il s'agit de consulter la météo, de régler un réveil ou de rechercher des informations générales. Beaucoup de bruit peut-être pour pas grand-chose. En revanche, à CES, on voit arriver, et comme je le disais, se dissoudre ces applications vocales dans la maison et devenir, ou en tout cas revendiquer une place absolument centrale dans la commande de l'ensemble de ce qu'on appelait il n'y a pas si longtemps la domotique et aujourd'hui plus volontiers la maison intelligente. Un cas en particulier, pas besoin d'aller jusqu'à Las Vegas pour les rencontrer, c'est Legrand, donc un grand concepteur, fabricant d'équipements électriques français, qui s'est montré très allant sur l'intégration des technologies vocales et en particulier l'intégration d'Amazon qui est aujourd'hui intégrée donc, comme plateforme
pour le pilotage de l'ensemble des objets connectés qui sont proposés par Legrand, qui vient, la plupart d'entre vous, certains d'entre vous l'ont entendu dire, donc de racheter une des pépites françaises des objets connectés, à savoir Netatmo. Donc Alexa, mais aussi les autres plateformes permettent de commander l'ensemble de cette gamme d'objets, mais aussi et surtout, Legrand a fait un peu sensation en intégrant Alexa à certains boîtiers, tout simplement, d'interrupteurs, permettant du même coup eh bien, à cette technologie et à ses usages d'être accessible, promettons, en tout point de la maison et plus seulement dans la pièce où est logée l'enceinte connectée. Pour montrer que ces usages se répandent et s'émancipent des enceintes connectées, un autre exemple, EVBox, qui est une station de recharge, tout simplement pour véhicules électriques. On en reparlera tout à l'heure assez largement avec l'exposé de Pierre. Ce leader mondial des bornes de recharge eh bien, intègre lui aussi Alexa pour permettre de commander un certain nombre d'opérations et de manipulations à l'utilisateur de ces bornes. Voilà, c'était les quelques éléments que je voulais vous présenter avant de donner la parole, cette fois-ci, à Alexandre. Alexandre Lacour, membre de Hub Institute, qui a accompagné Vinci donc, à l'occasion de cette Learning Expedition et qui a été un guide très bienveillant et qu'on va écouter maintenant. Merci Mathieu. Juste droite pour avancer. Ok. Merci. Bonsoir à tous. Donc là, le but va être de vous présenter les tendances qui ont été sélectionnées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, avec Vinci, on a quand même vu en l'espace de 2 jours et demi un peu plus de 60 à 65 startups. On a fait un peu plus de 100 bornes à pied. Donc, on ne va pas vous présenter tout ce qui a pu être vu, mais il y a une sélection en fait qui a été faite. Dans les premières tendances que l'on va vous présenter ce soir, il y a la partie résilience. Donc la résilience, c'est un thème qui avait été notamment évoqué au CES Unveiled donc en novembre du coup 2018 et qui a été en fait l'un des mots d'ordre au CES cette année en 2019. Le mot en fait résilience vient déjà du latin resilio qui veut dire en fait rebondir. Le principe de la résilience, c'est vraiment d'être capable de proposer une technologie, un système, une infrastructure qui va être capable tout simplement de répondre à des schémas de choc ou de tension. Donc typiquement des catastrophes naturelles, des problèmes climatiques. Et quand on va parler de résilience, on va surtout considérer qu'on est sur quelque chose qui est réactif. C'est-à-dire qu'on a considéré le phénomène de résilience au moment où on a conçu notre système ou au moment où on l'a pensé, où on l'a mis en œuvre. On a aussi le schéma de résilience qui arrive au moment où on va intervenir sur une zone, par exemple, en cas de secours. Donc là, on a un deuxième aspect de la résilience, c'est comment on est capable de venir aider des populations ou de venir, en termes de secours, sur de l'assistance. La résilience s'adresse aussi dans des schémas type de cybercriminalité, de phénomènes climatiques, de problèmes démographiques sur lesquels notre monde aura des enjeux demain. Dans justement un petit peu cet inattendu du 21e siècle, on a aujourd'hui une conscience quand même que de plus en plus des catastrophes se produisent. On parle aujourd'hui de 155 milliards de dollars de coûts sur les pertes liées justement à des catastrophes naturelles. Par rapport à 2017, c'est nettement inférieur. Néanmoins, ça reste supérieur par rapport aux 10 dernières années. Donc du coup, on a un enjeu dessus qui est clairement conséquent. Quand on parle au CES, le côté résilience, en fait, a été vraiment focalisé sur le mode de vie au niveau du coup du globe. Et on a deux thématiques qui ressortent, c'est les chocs et les tensions. Donc quand on parle de choc, on va parler du coup d'inondations, de problèmes climatiques, mais du coup il y a un ensemble d'autres chocs que l'on peut imaginer derrière. Et dans les tensions, on va avoir des tensions qui peuvent être du coup liées à des inégalités économiques, du transport, ou même au niveau social. Si on prend aujourd'hui le schéma des Gilets jaunes, on va considérer qu'à un moment, il y a une tension en même temps qui a pu être créée, et ça fait partie en même temps d'une ville demain d'être capable de gérer ce genre de phénomène. 4 thèmes principaux autour de la résilience: l'énergie, la sécurité, la santé et la cybersécurité. C'est les 4 thèmes essentiels dans lesquels on a pu voir aujourd'hui la résilience au niveau du CES.
Derrière, en fait, on a un ensemble de startups qu'on va vous présenter qui ont justement des solutions pour répondre à cette notion de résilience. La première, donc là, qui n'est pas une startup, qui est carrément Hyundai, qui a développé un engin permettant de se déplacer dans des situations extrêmement complexes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à la fois potentiellement une voiture, elle est capable de rouler, mais en même temps, elle est capable de se lever et d'avancer comme un mammifère. Donc elle a différentes possibilités pour pouvoir évoluer dans des situations complexes. C'est un véhicule qui notamment a déjà été utilisé et testé dans différents scénarios. Derrière, une autre technologie qu'on a considérée comme résiliente et qui a été classée comme résiliente, c'est FirstNet, qui est un réseau de télécommunications qui est dédié aux services de secours. Donc services de secours, pompiers, services de sécurité, qui est en fait un parallèle au réseau aujourd'hui opérateur que l'on pourrait avoir. Donc on va classer pareil ce côté résilience, enfin du moins cette technologie dans la partie résilience. Derrière, dans la résilience, on va aussi avoir des sujets qui touchent à la partie eau. Alors là, une société qui s'appelle WaterGen qui a produit un système, une technologie qui permet de produire de l'eau à partir de l'air. On va considérer qu'en effet, ça peut être résilient dans le cas de catastrophes naturelles sur lesquelles on va être capable d'amener une solution pour pouvoir produire de l'eau rapidement, mais en même temps, c'est aussi un moyen de pouvoir produire de l'eau de manière décentralisée. La décentralisation aujourd'hui des systèmes est aussi un moyen de parler tout simplement de résilience dans les villes. On a l'approche aussi typiquement dans la partie production énergie. On peut avoir une production centralisée ou une production décentralisée. Un autre exemple, Climate City, qui est une start-up française qui, elle, travaille sur la mesure de la qualité de l'air à l'échelle d'une ville, mais au lieu de s'appuyer sur des satellites et des stations météo qui sont en général assez éloignées de la ville, eux vont être capables de déployer un système avec du coup des ballons qui vont être à une certaine hauteur et être capables de capter des informations concernant la qualité de l'air, et derrière déployer des drones qui vont permettre de tout simplement scanner la ville et avoir des informations du coup hyper locales et beaucoup plus précises. Et le but est de venir agréger indirectement ces données-là avec des données météorologiques de stations ou satellites, de manière à venir affiner aujourd'hui le suivi de la qualité de l'air. Les villes évoluent, les populations évoluent, c'est un système qui va permettre de suivre indirectement l'impact de ces migrations, par exemple dans les villes. Une autre solution, une start-up qui s'appelle Mersense, eux ont développé une genre de petite boîte qui derrière va contenir en fait des capsules. Chaque capsule va être capable d'avoir une fonction différente, une fonction pour suivre la qualité par exemple de l'air, une autre fonction pour suivre par exemple la pollution des ondes que l'on va avoir à la maison. Et leur principe est tout simplement de pouvoir proposer un dispositif qui va vous permettre de contrôler l'environnement dans lequel vous êtes. Via une application, vous prenez l'application, vous le connectez à ce qu'ils appellent la box, et puis à partir de là, vous allez être capable de mesurer l'environnement dans lequel vous êtes et la qualité de l'environnement dans lequel vous êtes. Une autre société qui d'ailleurs a bien plu à une équipe de Vinci, je crois que c'est Christophe, c'est ça? Si tu peux nous faire un retour du coup sur Canopy, parce qu'il y avait un vrai cas d'usage qui était du coup intéressant. Oui, tout à fait, merci Alexandre. On a traversé l'océan pour aller trouver un pot de fleurs. Non, plus sérieusement, ce pot de fleurs est assez extraordinaire. Parce qu'il nous permet, alors je me présente, je suis Christophe Pirel, je suis directeur du développement de Vinci Stadium, qui est la holding en fait des stades du réseau, et notamment avec le Stade de France. Et nous, on a des grandes esplanades sur lesquelles souvent on a du mal à végétaliser. Et il s'avère que ce pot de fleurs qui en fait permet de faire des espaces de 40 mètres carrés en tout de végétalisation par pot, sont connectés, permettent en fait très peu d'entretien puisqu'ils sont auto-alimentés par une pompe qui les arrose avec un système solaire à l'intérieur. Et ils sont connectés au cas où, effectivement, par un système de capteurs, il manquerait d'eau.
Et donc, évidemment, pour nous, dans un espace contraint comme celui de l'esplanade du Stade de France, pour pouvoir enfin végétaliser cet espace, on a trouvé que cette innovation était assez extraordinaire. Et d'ailleurs, rendez-vous est pris avec eux assez rapidement, parce qu'on a envie d'avancer sur ce sujet et peut-être dans d'autres endroits, et de tester pour voir si ça fonctionne, parce que l'objectif final de cette végétalisation, c'est qu'au bout de 8 ans, l'armature peut s'enlever, et c'est une végétalisation qui tient seule, sans l'intégralité du système. Donc voilà, une innovation qui nous a beaucoup plu, parmi plein d'autres, mais effectivement, celle-là nous a particulièrement marqué, et nous a permis, de se dire qu'on avait quelque chose de très important à faire avec eux. Et la végétalisation, juste un dernier point, si on arrive enfin à végétaliser nos espaces de ce type, comme le Stade de France, on pourrait faire baisser la température des villes, et c'est pas un enjeu mineur pour l'avenir. Merci. Je crois qu'ils avaient justement un positionnement comme ça au niveau des villes qui était de suivre la qualité de l'air justement en déployant un maximum de pots en fait, de ce type-là, et derrière en même temps d'avoir des espaces pour justement diminuer la température lors des fortes chaleurs. Donc ils ont un positionnement assez intéressant au niveau des villes. Après la thématique du coup liée à la Smart City, on rentre un petit peu plus, la thématique liée à la résidence, pardon, on va rentrer du coup dans la partie Smart Place, dans laquelle on va trouver tout ce qui va toucher à la Smart City, mais derrière on va parler de Smart Building et du coup d'un ensemble de solutions dites smart à l'échelle de la ville. 2019, Smart City, beaucoup plus important que du coup les années précédentes. On voit bien des technologies qui évoluent et qui se mettent vraiment à disposition des villes. On a en même temps cette vision de voir que pour répondre à la Smart City, il y a des sujets qui sont extrêmement transverses. Dans les tendances que l'on peut voir côté mobilité, côté 5G ou côté intelligence artificielle, on se rend compte qu'à un moment, pour répondre à cet enjeu de Smart City, il faut avoir une transversalité et il faut être capable d'appréhender l'intégralité de ces technologies. Dans les enjeux que l'on voit côté Smart City, on se retrouve toujours à construire un petit peu le même schéma, qui est de partir d'un capteur, qui est de mesurer quelque chose, mais de remonter après toute la chaîne de valeur sur la partie connectivité, sur la partie traitement du coup de la donnée et du coup partage de la donnée. Dans les dimensions de la Smart City, aujourd'hui, on a plusieurs aspects. Quand on prend le côté gouvernance, si on fait un petit peu un parallèle avec notamment un des pays en Europe qui est l'un des plus avancés sur le sujet, qui est notamment l'Estonie, toute la partie en fait gouvernance et toute la partie numérisation directement de tout ce qui est lié à l'administration. En Estonie, c'est déjà un travail qu'ils ont fait. En France, il y a un projet qui s'appelle French Road, qui est justement un petit peu dérivé du projet X-Road en Estonie, et qui travaille beaucoup justement sur ce sujet d'interconnecter l'intégralité des services proposés aux citoyens. Dans cette partie Smart City, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de dimensions qu'il va falloir interconnecter, et dans cette interconnexion, il y a forcément la nécessité d'avoir un ensemble d'acteurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés. Dans tous les cas, on est dans cette notion de transversalité. Quand on regarde le marché aujourd'hui de la Smart City, les chiffres aujourd'hui qui sont donnés, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une croissance. Si on prend du coup 2017, on est sur un marché mondial estimé à 13 milliards, avec une projection en 2023 à 28 milliards. Ce qui fait une croissance plutôt conséquente, puisqu'on parle de 13,6% par an sur les 10 prochaines années. La ville intelligente, elle a en même temps des beaux projets à venir, néanmoins elle a quand même un héritage. C'est-à-dire qu'on ne part pas de rien, il y a des choses qui existent, par rapport à ce qui existe, il y a cet héritage qu'il faut être capable à un moment de faire évoluer. Donc il y a cette notion de transformation, d'amener de la nouvelle technologie ou d'amener des solutions aujourd'hui pour les villes intelligentes, tout en étant conscient qu'il y a entre guillemets cet héritage. Donc il y a un petit peu deux vitesses à gérer. Le sujet de dire on conçoit du neuf
Et puis on est capable d'embarquer des choses qui sont extrêmement innovantes et sur lesquelles on peut aller potentiellement plus vite en termes d'usage et en termes de technologie, mais en même temps être capable d'intégrer et de partir de l'héritage qui existe au niveau de la ville. Dans ce schéma-là, on voit le partenariat, un des exemples qui a été fait donc de partenariat entre Ericsson et les pouvoirs publics sur justement la capacité d'interconnecter l'intégralité de la ville. Ce qu'il faut voir, c'est qu'Ericsson aujourd'hui a notamment l'une des plateformes et des technologies et un des langages qui aujourd'hui est considéré comme potentiellement l'un des plus résilients et l'un des langages qui est capable aujourd'hui de répondre au mieux à ces défis de la ville entre guillemets connectée, de l'interconnexion de l'intégralité des systèmes. Quand on regarde un petit peu côté Engie, il y a eu trois startups qu'on a retenues. La première qui travaille sur un logiciel permettant d'agréger un ensemble de données avec ce but d'optimiser tous les flux à l'intérieur de la ville. Donc là, c'est vraiment être capable de gérer, par exemple, les feux de circulation de manière à gérer la densification du trafic. Alors forcément, derrière, il y a les sujets en même temps liés à la consommation typiquement de carburant, liés à la partie vraiment flux des véhicules, pollution, etc. Une autre société, Phoenix International, pour faire le parallèle un petit peu avec Watergen, où on parlait de produire de l'eau de manière décentralisée. Là, cette société en fait produit du coup de l'électricité avec des panneaux solaires, mais du coup de manière aussi décentralisée. Donc, on peut considérer à un moment que le sujet aussi de produire l'électricité de manière autonome, en autoconsommation, fait partie d'une des solutions liées à la résilience que l'on pourrait avoir autant dans les pays développés que ici en Afrique, qui a été l'un des premiers marchés de cette société-là. IntelliLight, eux, sont focalisés sur la gestion de l'éclairage public, avec cet enjeu aujourd'hui que représente le coût énergétique au niveau de l'éclairage, et sont vraiment focalisés sur cet aspect-là. Ils ont a priori pu mettre en avant des économies d'énergie plutôt conséquentes et une réduction importante des coûts de maintenance, puisqu'ils étaient en mesure de superviser l'état de santé, si on peut considérer l'état de santé de l'éclairage public au niveau des villes. L'un des autres enjeux qui est ressorti, c'est tout ce qui touche à la cartographie 3D au niveau des villes. Les fabricants de véhicules en ont besoin, mais en même temps, les services en charge de la gestion d'une ville en ont besoin aussi. Et on se rend compte que c'est un vrai défi, parce que plus la carte sera fine et plus la carte sera précise, plus on sera en mesure de travailler sur cette amélioration qui est liée à la mobilité des véhicules ou qui est liée à la maintenance que l'on pourra avoir dans les villes. Dans cette démarche-là, on a IR Technologies, qui est une société dans laquelle notamment BMW et Audi ont investi, et sur lesquels ils misent en fait beaucoup, puisque une partie tout simplement de leur gestion de cartographie s'appuie sur la technologie de IR Technologies. C'est une société qui a été créée en 2012 et en fait indirectement qui a vraiment explosé en très peu de temps grâce à justement la technologie qu'ils utilisent pour pouvoir créer ce mappage 3D. Google de son côté travaille avec Waymo, qui s'occupe justement de toute la partie cartographie et définition pour le véhicule autonome de Google. Une autre start-up qu'on a pu voir aussi, qui est DeepMap, eux sont aussi sur la partie cartographie, mais potentiellement ont été en même temps plus loin. C'est qu'une fois qu'on a cette cartographie, on va venir implémenter dessus les règles typiquement de conduite ou de fonctionnement que l'on peut avoir dans une ville, avec du coup les lignes, les virages, les obstacles que l'on peut avoir, les feux rouges. Et pour aller encore plus loin sur la plateforme, il est possible de venir simuler des phénomènes qu'il pourrait y avoir dans la ville de demain. Donc on arrive vraiment à être sur un sujet de simuler virtuellement ce qu'il pourrait se passer sur une map et du coup regarder indirectement ce qu'une simulation donnerait à travers leur plateforme. Donc on pourrait avoir des exemples simples du chien qui va traverser sur une plateforme et puis de simuler tout simplement ce que la voiture sera capable de réagir et comment elle sera capable de réagir à partir du coup d'algorithmes.
Une autre société, Icassini, start-up française, elle travaille sur une notion de cartographie aussi, mais différente, puisque le but ici est vraiment de mettre cette cartographie à disposition des services de maintenance, principalement au niveau des villes, de manière à simplifier la maquette numérique du territoire. Où là, le but est derrière de venir dire que sur cette maquette numérique, on va être en mesure de pouvoir ajouter des informations concernant des problèmes de maintenance, d'entretien que l'on va avoir sur la gestion d'un territoire. Une autre société, DCBrain, qui est une start-up française qui était aussi à Viva, enfin du moins qui était à Viva Technologies, qu'on a retrouvé au CES, qui utilise l'intelligence artificielle pour optimiser tous les flux des réseaux complexes, donc que ce soit gaz, électricité, eau. Là, le but, c'est vraiment de travailler sur l'optimisation de la performance d'un réseau, tous les problèmes qu'il peut y avoir liés à la congestion ou à de l'optimisation des flux, et donc du coup à la réduction des coûts d'exploitation et de la maintenance opérationnelle. Syslor, eux, mettent en avant l'usage de la réalité augmentée sur tout ce qui est canalisation, donc tout ce qui est vraiment souterrain. Donc eux ont une application qui va permettre de reconstruire le réseau souterrain des canalisations. Et pour ça, ils utilisent une application qui va permettre tout simplement de prendre, lors des différentes interventions que l'on va avoir sur la voirie, des photos et reconstruire à partir de ça le réseau souterrain sur un modèle 3D. Geoptis qui était du coup côté La Poste, et je crois pareil qu'on avait du coup... je sais pas comment ça... Si, c'est bon. Merci Alexandre. Bonjour à tous, je m'appelle Clémence Thune, je travaille chez Vinci Construction et je voulais vous parler de Geoptis. Geoptis, c'est une start-up de La Poste et l'idée, c'est de tirer profit du fait qu'ils ont une énorme flotte de véhicules qui parcourent presque tout le réseau routier français presque tous les jours. Et donc, leur concept, c'est de poser un capteur sur une voiture pour offrir de nouveaux services. Donc le premier service qui commercialise aujourd'hui, c'est faire un diagnostic du réseau routier pour des collectivités locales. Et il y a un autre service qui va bientôt arriver, qui sera de cartographier la qualité du réseau téléphonique sur les 4 opérateurs un peu partout en France. Et donc ça peut avoir pas mal d'applications intéressantes dans nos métiers, et on peut imaginer aussi qu'ils pourront nous proposer de nouveaux services assez rapidement. À mon avis, il y a un gros potentiel, et je trouve que c'est un bel exemple d'un gros groupe qui réussit sa transformation digitale. Merci. Après le sujet du coup des villes, on rentre un petit peu plus en détail dans les solutions que l'on va trouver côté bâtiment. Donc tout ce qui est smart building, bâtiment intelligent. Dans le bâtiment, on a beaucoup entendu parler du BIM. Donc c'est cette maquette numérique, ce carnet de santé numérique du bâtiment. Et ce côté BIM, on l'entend aussi quand on parle du jumeau numérique, du digital twin. Et sur ce jumeau numérique, on va être capable de venir enrichir ce modèle-là, soit avec des données qui peuvent être collectées via du coup des capteurs, ou des données qui peuvent être rajoutées tout simplement par des utilisateurs. Sur ce sujet, on a la société BIMY qui a proposé une plateforme donc sur ce modèle numérique, et à partir de ce modèle numérique, donc ce jumeau du bâtiment, on va être en mesure de pouvoir rajouter des informations qui sont liées en fait à l'exploitation du bâtiment. Le but étant de venir optimiser les coûts de maintenance liés au bâtiment. Ils ont un retour justement où ils ont été en mesure de réduire jusqu'à 70% des coûts et raccourcir des délais d'intervention de 86%.
Une autre société française qui est du côté de Rennes, elle, We6 Lab, ils ont en fait un positionnement ils opèrent en tant que coopérateurs de réseau IoT. Que ce soit un réseau IoT type LoRa ou type Sigfox, ils vont être capables de déployer un réseau sur un territoire. Et à partir de ce réseau-là, ils vont être en mesure d'accompagner leurs clients dans le déploiement de capteurs à l'échelle du coup d'un territoire, alors d'un bâtiment, d'un territoire. Là, le use case qu'ils avaient mis en place, c'était la détection des fuites d'eau. Donc ils déploient les antennes, ils déploient les capteurs et ils restituent du coup aux clients les différentes données qui sont collectées à partir de leur capteur. Sur la partie Smart Home, il y a du coup une grosse évolution, c'est-à-dire que on est vraiment parti du Smart Home, on a vu le Smart Building avancer. Là, le marché du Smart Home, notamment aux États-Unis, on prévoit une croissance de 17%, ce qui du coup amène un fort, enfin du moins de gros potentiel pour les startups, avec un sujet majeur autour notamment des assistants vocaux. Vous en parlez tout à l'heure, le sujet d'Alexa, de Bixby, de Google Assistant, c'est clairement aujourd'hui le choix le plus simple qui existe pour pouvoir intégrer ce côté voice control dans des devices. On a notamment un cas d'exemple qui est Legrand, qui de son côté a embarqué Alexa directement dans ses interrupteurs, de manière à pouvoir contrôler les interrupteurs de sa maison à partir du coup du voice control. Le parallèle, en effet, côté SNIPS, c'est l'un des sujets importants quand c'est données et données privées, puisque du coup, c'est l'une des solutions qui permet aujourd'hui de ne pas communiquer entre guillemets avec le cloud. Et l'un des enjeux majeurs, l'interopérabilité, puisqu'on le voit beaucoup dans toutes les solutions que l'on a, il y a énormément de protocoles, il y a énormément de possibilités pour connecter, sauf qu'arrivé à un moment, il faut que tout le monde soit capable de communiquer ensemble. Ce que l'on a pu voir côté marché, c'est vraiment aujourd'hui des équipements qui sortaient de plus en plus en termes de volume. On voit beaucoup les ampoules, les caméras de surveillance et tout ce qui touche aux appareils électroménagers. On a pu voir des robinets connectés par la voix. On a pu voir différents équipements à l'intérieur de la maison assez surprenants. L'un des équipements qu'on a retenu, c'est la société Lancet, qui est une société française qui développe un radiateur électrique intelligent, c'est-à-dire que tous les capteurs qui permettent de contrôler l'air et la température notamment d'une pièce sont intégrés directement dans le capteur. Et à partir du coup de ces éléments-là, ils vont être en mesure de venir déclencher ou non le chauffage. Et ils ont dernièrement en fait rajouté un équipement supplémentaire à l'intérieur. En fait, c'est une batterie mobile, enfin une batterie qui était mobile, qui était utilisée notamment sur la partie véhicule électrique. Et cette batterie-là, ils sont venus l'intégrer à l'intérieur de leur radiateur, ce qui leur permet tout simplement demain d'être capable d'avoir un genre de tampon électrique à l'intérieur du coup de leur radiateur et d'être capable de du coup restituer l'énergie en fonction du besoin dont tu auras côté chauffage. Et d'ailleurs, ils étaient sur le stand de la Poste, puisque du coup, ce partenariat a été fait avec la Poste. Donc, toute la seconde vie des batteries mobiles du coup de la Poste se retrouve dans les radiateurs Lancet que demain vous pourrez complètement avoir du coup chez vous. On parlait de l'interopérabilité. En 2014, on entendait Zigbee, Olsen, Z-Wave, avec encore une multitude d'autres capteurs. En 2017, on commence à avoir une convergence et genre d'entendu sur ce qui devrait rester un petit peu un standard. Et aujourd'hui, on est quand même beaucoup sur du Z-Wave et du Zigbee, avec vraiment des volumes de produits assez conséquents. Puisqu'on parle de plus de 2500 produits compatibles avec Zigbee et du coup d'un volume aussi conséquent côté Z-Wave.
Zigbee, on le retrouve aussi pas mal dans le côté industrie, puisque c'est un réseau qui aujourd'hui se déploie pas mal dans des solutions vraiment en usine. Maison connectée, Mathieu vous en parlait, voice control, c'est le gros sujet. Les annonces, que ce soit côté Alexa ou que ce soit côté Google, c'est toujours le sujet de qui a le plus d'équipements contrôlables par la voix. Et aujourd'hui, il y a vraiment différents acteurs, que ce soit du côté de Taoma, Bixby, Samsung commence aussi à beaucoup avancer dessus. Donc c'est vraiment côté smart home l'un des sujets essentiels sur la partie contrôle. L'une des autres tendances concerne la partie espace de travail, donc espace de travail, industrie. On n'irait pas forcément au CES pour imaginer voir de l'industrie ou imaginer voir des sujets qui touchent justement à la partie espace de travail. Historiquement, c'était très orienté au Consumer Electronic Show, d'ailleurs, qui est un mot qu'on n'a plus le droit de dire, puisque ce n'est plus uniquement un Consumer Electronic Show. Aujourd'hui, aux États-Unis, ils disent c'est le CES et il y a de la technologie, il y a de l'automobile, donc on veut enlever cette image. Et donc, du coup, on voit apparaître des sujets autour de l'industrie 4.0. Sur ce volet-là, on va avoir des technologies qui sont vraiment réelles et nécessaires dans nos usines demain. Alors en France, on parle du programme Industrie du futur. Japon, Allemagne, on va parler de l'industrie 4.0. Dans tous les cas, on retrouve ces sujets d'infrastructure réseau, d'IoT, de robots, cobots, de réalité augmentée, de réalité virtuelle, avec du coup des usages qui sont vraiment en lien avec les enjeux industriels. Gros sujet sur les drones. 160 exposants. Donc, si vous voulez un drone, il faut y aller. Après, il faut trouver le bon usage, parce que pour le coup, il y en a pour tout. Alors, que ce soit aérien, que ce soit sous-marin, des drones, vous en avez vraiment dans tous les sens. Et du coup, côté industrie, on a quand même pas mal de drones sur la partie surveillance, inspection, sécurité, avec des vrais cas d'usage présentés notamment par des industriels. Dans les principaux secteurs côté application drone, ce qui a été mis en avant, c'était la partie construction, agriculture, assurance, raffinage et sécurité. Vous allez voir derrière, on a quelques exemples justement d'usage de drones, notamment donc Uavia, qui était une start-up sur le stand de Total. Et eux, en fait, ont développé une plateforme qui va permettre de gérer une multitude de drones. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être capable, à distance, de faire démarrer des drones sans physiquement être présent et de gérer du coup un ensemble de drones en fait, à distance. Donc c'est vraiment une plateforme qui est directement, caricaturant, serait capable de vendre des heures de vol de drones sans que potentiellement vous soyez physiquement à côté de votre drone. Une autre société dans les drones, où là on est plus dans les drones hors vue, donc vraiment sur une altitude jusqu'à 150 mètres et des distances qui sont beaucoup plus longues, puisque là on a une autonomie sur le drone qui est pratiquement de 2 heures. Et là en fait c'est un drone qui était sur l'espace en fait, de Engie, utilisé pour surveiller notamment l'espace de stockage de Storengy. Donc du coup, vraiment orienté sécurité et de surveiller le site de stockage de gaz naturel d'Engie. Une autre société, là on est sur de l'intelligence artificielle appliquée à la surveillance. Donc du coup, Aquila, qui était notamment une start-up que l'on a pu voir déjà à Viva Technologies, eux vont utiliser l'intelligence artificielle, mais vraiment pour un ensemble de choses. Principalement, là, on les avait retenus pour la partie sécurité. Et en gros, on va, sur des caméras existantes, être capable de venir tout simplement pousser les flux vidéo dans un algorithme qui va permettre d'aller détecter différentes recherches. L'un des cas d'usage, c'était notamment dans les aéroports. Ils expliquaient que sur les valises qui étaient notamment perdues ou abandonnées, ils étaient capables de suivre tout simplement la valise et la personne qui avait laissé la valise. Et on s'apercevait du coup souvent, d'ailleurs, le petit retour, que les gens qui laissaient leur valise, c'était principalement parce qu'ils ne voulaient pas payer le surpoids, et le surpoids leur coûtait trop cher. Donc du coup, ils laissaient la valise. Et c'est comme ça qu'ils s'en sont rendus compte à force de suivre en fait, avec leurs algorithmes les différentes personnes au niveau de l'aéroport.
L'un des autres sujets au niveau de l'intelligence artificielle, pour ceux qui sont allés au CES, et du coup peut-être que vous l'avez vécu sur les équipes de Vinci, ils ont utilisé l'intelligence artificielle en fait, pour vous authentifier dans votre vol. Donc du coup, vous ne donnez plus le ticket quand vous montez dans l'avion. Vous êtes passé aux États-Unis, vous avez mis au doigt, ils ont pris une photo, vous remontez dans l'avion, le ticket, vous le gardez dans la poche, et puis vous passez dans la caméra, et la caméra, elle vous scanne, elle vous dit « Ok, vous pouvez y aller ». Donc en gros, ces sujets d'application où on se dit il y a des sujets d'RGPD, ça peut être compliqué, etc. Il y a déjà des cas d'application où vraiment ils l'utilisent et potentiellement ils y croient, puisque du coup ils vous laissent monter dans l'avion. Un sujet sur les wearables, donc du coup on a vu pas mal de sujets sur les lunettes connectées il y a déjà quelques années avec Google qui avait lancé ces fameuses lunettes où ça n'a jamais vraiment décollé. Là on commence à avoir des cas d'usage côté industrie qui commencent vraiment à prendre forme, alors du coup avec un grand nombre d'acteurs. Mais on n'a pas du coup que la partie lunettes, on va commencer à avoir d'autres équipements qui sont utilisables pour différents techniciens ou différentes personnes qui sont vraiment en charge dans des usines d'avoir des pièces par exemple importantes à soulever ou d'avoir des sujets de troubles musculo-squelettiques. Donc ça devient vraiment un sujet qui est pris au sérieux même au CES. L'un des exemples, donc là on est sur ProGlove qui est une société allemande. Eux ont travaillé principalement dans l'automobile puisqu'ils se sont rendus compte que prendre les douchettes pour aller tout simplement scanner toutes les pièces lors des processus d'assemblage, potentiellement c'était lourd, c'était long, c'était pas forcément évident. Et donc du coup ils sont venus sur un gant de sécurité poser un équipement qui permet tout simplement de scanner les pièces lors des différents processus d'assemblage ou même au niveau logistique sur les préparations des équipements pour passer sur les chaînes d'assemblage. On a une autre société, donc là sur le pavillon hollandais, qui s'appelle Skulex. Alors il y avait deux sociétés l'une en face de l'autre, une qui travaillait sur l'exosquelette sur la partie supérieure et une autre qui travaillait sur l'exosquelette sur la partie inférieure. Là on avait fait du coup l'expérience sur la partie supérieure avec du coup une mise en situation pour justement porter des charges lourdes. Et on s'apercevait que lorsqu'on essayait, il y avait un moment, un mécanisme qui permettait de dire que le bras en fait était soutenu, c'est-à-dire que même nous, on avait indirectement même plus forcément besoin de porter notre bras, c'est-à-dire que notre bras était indirectement supporté par la structure. Et donc du coup, on a eu le même exercice qui a été fait sur des exosquelettes sur le bas côté jambes. Third Eye, alors qui est l'une des sociétés qui évolue dans la partie réalité augmentée sur du coup l'industrie, où là on va être capable d'échanger des plans, par exemple des plans de conception entre un expert ou un bureau d'études et un technicien qui va être sur site. Donc là c'est vraiment d'être capable de partager une information sur la base en fait de données numériques à travers du coup les lunettes. Alors il y en a plusieurs, il y a eu Vuzix aussi qui a fait une lunette connectée sur lequel, alors, sur un usage peut-être un peu un peu moins industriel. En gros, votre smartwatch que vous avez aujourd'hui, directement toutes les infos que vous avez dans votre smartwatch, vous l'avez demain dans votre lunette. Et donc on parle indirectement d'un smartwatch qui se transforme tout simplement en lunette. Et vous voyez un petit peu comme sur certaines voitures, quand vous avez la projection du kilométrage sur le pare-brise, là directement vous l'avez en fait dans votre lunette. Derrière, il y a un autre sujet côté mobilité, où là je vais laisser la parole à Pierre, puisque du coup c'est une autre thématique. J'en ai un là si tu veux. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être là. Alors moi je suis Pierre Delegue, je suis directeur des projets de mobilité ici à Léonard. Et j'étais aussi au CES. Alors je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais le CES, moi je dis que c'est le Car Electronic Show. Il y a tellement de choses sur les voitures que c'est vraiment un salon de l'automobile à part entière. À tel point que c'est vraiment un des 5 salons mondiaux. Il y a Francfort, Détroit, Paris, Tokyo, Genève, et il y a le CES. Dans tous les autres salons, c'est des salons un peu traditionnels où les constructeurs présentent leurs nouveaux modèles, les nouvelles lignes design, les nouvelles motorisations, les équipements, etc.
Au CES, on parle de technologie. Dans les autres salons, il n'y a pas ces éléments-là. Avec des thématiques, le véhicule électrique, le véhicule autonome et les sujets de mobilité. Les présents cette année, généralement le nombre de présents augmente là, depuis 5-6 ans. Cette année, ça diminue un petit peu. Tous les Allemands étaient là, les Américains que Ford, pas General Motors, et les Coréens, Hyundai Kia, les Japonais, Honda, Mitsubishi, Nissan, Toyota. Les grands absents, ce sont les Français, mais les Français n'y ont jamais été. Ça s'explique, hein, les Français ne commercialisent pas aux États-Unis, donc ils ressentent moins le besoin d'aller au CES. Les grands absents, ce sont les Chinois. L'année dernière, il y avait beaucoup de Chinois, Geely, BYD, etc. Ils n'étaient pas absents cette année dans un contexte un petit peu tendu commercialement entre les US et la Chine. Parlons un peu de produits. Il y a un nouveau constructeur, c'est le constructeur nouveau, qui est un nouvel entrant. C'est une start-up chinoise qui fait 900 employés, à peu près 850 millions de dollars de financement. Ce qui n'est pas beaucoup dans l'absolu pour un constructeur automobile, mais ce qui est beaucoup parce qu'ils ont récolté ça en 1 an et demi, donc ils vont vite. Et ils ont montré l'année dernière un premier concept. Les constructeurs automobiles, généralement, montrent un concept, et puis après, il y a les modèles de série inspirés de ce concept qui suivent. Donc le concept avait été montré l'année dernière, et cette année, ils ont montré 2 modèles de série, la M-Byte et la K-Byte. La M-Byte, c'est un SUV, hein, donc c'est un gros SUV pour le marché chinois pour commencer. Donc c'est des lignes chinoises, hein, très statutaires, du gros SUV. C'est pas vraiment des modèles auxquels on est habitué en Europe. Et la K-Byte, qui est une berline tricorps qui va suivre dans la foulée. Donc la M-Byte va être commercialisée à partir de la Chine dès cette année. Puis les US suivront, puis l'Europe, et la suivante, c'est tout décalé d'1 an. Ce qui est intéressant de noter, ce sont que des véhicules électriques. Fonctionnalité autonome, donc la première niveau 3. Niveau 3, c'est vous avez une délégation de conduite de la voiture vers vous, mais la voiture peut vous demander de reprendre le contrôle de manière inopinée. Le niveau 4, qui est le modèle d'après, la K-Byte, là, c'est la machine ne vous demande jamais de reprendre le contrôle. Donc sur un segment donné, c'est toujours le véhicule qui conduit. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est dans le premier modèle, la M-Byte, c'est un écran complètement démesuré, un 48 pouces. Je ne sais pas ce que vous avez comme télé chez vous, mais 48 pouces, c'est 1,20 m. Hein, donc c'est toute la largeur de la voiture, c'est un peu délirant. Avec un écran dans le volant, et un écran de 7-8 pouces dans le volant, des grands écrans plus grands que des iPads dans tous les sièges arrière. Donc pas mal de technologie. Tout ça pour un prix de démarrage de 45 000 $, ça paraît difficile. Hein, c'est un prix d'annonce, on va dire. Et aussi un élément intéressant dans la dernière, celle qui est tout en bas, la berline, un écran dans le pare-choc. Vous voyez là derrière le logo, là, c'est un large écran. Alors ça, c'est pour le véhicule autonome, pour qu'il puisse communiquer ses intentions aux piétons. Voilà, donc attention à ne pas se cracher sur un poteau, les parkings, etc. Il faut faire attention parce que la rayure sur le pare-choc peut coûter cher avec Byton. Je plaisante un peu. Nouveau type de véhicule. On voit aussi des nouveaux objets de mobilité au CES. Alors en haut à gauche, là, cette espèce d'engin, c'est Uber. C'est un partenariat entre Uber et le fabricant d'hélicoptères américain qui s'appelle Bell. C'est le projet Uber Elevate, donc c'est Uber aérien. C'est énorme, hein. Je ne sais pas si on voit, il y a une personne à gauche, c'est absolument colossal. Hein. Chaque turbine fait 2 mètres de diamètre, c'est absolument colossal. Donc ça transporte 6 personnes, ça va à 240 à l'heure, ça a une autonomie d'1 heure. C'est prévu pour l'urbain, de hub à hub, hein, de sommet d'immeuble à un autre sommet d'immeuble. C'est pas la mobilité démocratisée. Hein. C'est 10 fois moins cher qu'un hélicoptère, mais ça reste 10 fois plus cher que tout le reste. Hein. Donc c'est bon. En bas à gauche, alors c'est une société qui s'appelle Hoversurf. Donc c'est très Star Wars. Hein. C'est une sorte de moto qui va à 5-10 mètres de hauteur. Il y a d'autres qui essaient de faire ça. Ça marche, hein, ça coûte 150 000 $, ça a 15 minutes d'autonomie, donc il faut y aller, ça ne dure pas longtemps. C'est en essai, il y a la police de Dubaï, qui sûrement des sous à dépenser, qui teste ça. Et contrairement aux autres, là, les hélices ne sont pas carénées. Alors il ne faut pas tomber, hein, c'est un petit peu dangereux.
Voilà. Après, il y a des objets de mobilité plus pour l'urbain. Un vélo solaire et connecté de Nokia. Alors, le solaire vous permet d'avoir un petit peu d'énergie pour des services connectés à bord. Donc, vous avez le trafic, la météo, la navigation, des choses comme ça sur ce tricycle-là. Un Hyundai PMD, Personal Mobility Device. Ah, excusez-moi, les titres se chevauchent un peu. Donc là, c'est difficile à décrire, hein. C'est une trottinette à 4 roues, électrique. Voilà, c'est un objet de mobilité urbaine. Et puis Wheel, une start-up qui fait un fauteuil roulant autonome, surtout pour les aéroports. Aux États-Unis, il y a tout le temps un petit kart qui amène les gens qui sont handicapés ou en surpoids d'une porte à l'autre. Là, c'est la version autonome de ça. Donc, il y a des nouveaux produits qu'on voit au CES. Là, le point commun entre tout cela, c'est qu'ils sont tous électriques, tous autonomes ou bientôt autonomes. Et les usages, c'est que de la courte distance, hein, parce que quand on fait électrique et qu'on vole, bah, ça ne dure pas longtemps. Beaucoup de shuttles, de navettes autonomes. Donc, une panoplie de navettes autonomes, beaucoup développées par des fournisseurs automobiles, fournisseurs de rang 1. Bosch, Panasonic, Denso, en bas à gauche c'est ZF, tout ça ce sont des fournisseurs de rang 1 automobile qui grosso modo fournissent aujourd'hui les sous-systèmes, les composants des véhicules électriques et autonomes à des constructeurs automobiles et qui se disent grosso modo, moi j'ai déjà tous les systèmes, je mets ça dans un châssis, je demande à un carrossier de me faire un habitacle et puis voilà. Donc c'est à peu près tous le même cas d'usage, hein, c'est de l'urbain, basse vitesse, 8, 10, 12 personnes, et tout électrique, bien sûr. Les niveaux de maturité sont divers et variés, hein. En haut à gauche, c'est le modèle de Bosch, mais c'est un concept, hein, ça ne roule pas, les roues sont en plastique encore. Hein. On a vu des camions. Ce qui est intéressant aussi, c'est les camions autonomes. Alors là, il y a une grande annonce dans la presse de Daimler. Daimler dit, avec Freightliner, on va investir 500 millions de dollars et on va faire du camion autonome niveau 2. Oh. Mais TuSimple, que personne ne connaît, ils sont 150, ils sont basés à San Diego. Eux, ils ont déjà 10 camions niveau 4 qui roulent. Ils ont 40 en tous les camions, mais il y en a 10 qui sont autonomes niveau 4 qui roulent et qui font tout en mode autonome, de hub à hub. C'est une société de transport de marchandises. Et ils sont dans 3 États aux États-Unis et ils font de hub à hub, le conducteur ne touche jamais le volant. Donc c'est à creuser, c'est bizarre qu'ils soient si en avance que ça. Ils ont un partenariat avec NVIDIA qui développe beaucoup de solutions pour le véhicule autonome, donc ils ne repartent pas de zéro, hein. Mais c'est surprenant, donc à surveiller. Les plateformes. Sur le domaine du véhicule autonome, il y a les produits et puis il y a toute une partie backstage où il y a des gens qui développent vraiment des choses qui s'accélèrent en fait, hein. Donc pour le véhicule connecté déjà, il y a la version... ça ne s'affichait pas comme ça sur mon ordinateur, hein, c'était mieux distribué. Il y a la version automotive de Linux. Donc les constructeurs automobiles voient que Apple et Google arrivent sur les systèmes infotainment à l'intérieur de la voiture. C'est l'offre CarPlay et Android Auto, ça existe, hein, sur beaucoup de véhicules, et se disent on a une carte à jouer si on se met ensemble pour développer notre propre système infotainment, et donc il y a la version automotive de Linux que de plus en plus d'acteurs dans le monde de l'automobile, des constructeurs, des fournisseurs, des développeurs de logiciels utilisent. Donc ça prend de l'ampleur. Est-ce qu'ils vont remporter la guerre là, contre CarPlay et Android, on verra. Le véhicule autonome, 2 choses, le véhicule autonome, NVIDIA. Alors NVIDIA, ils viennent du gaming, hein, c'est une société qui est grosse maintenant, qui est basée en Silicon Valley, qui faisait des GPU, donc des processeurs multicore pour le gaming, hein, c'est les cartes graphiques. Mais ces cartes graphiques ont des propriétés tout à fait intéressantes pour le véhicule autonome. Donc ils sont partis de ça, ils sont partis des processing units, hein, c'est des cartes qui gèrent toutes les données des capteurs, des algorithmes de décision du véhicule autonome, et ils ont complètement étoffé leur offre. Maintenant ils développent beaucoup d'algorithmes pour le véhicule autonome, qui sont repris par beaucoup dans l'industrie automobile. En haut à gauche, ce
cette petite photo qui a l'air de rien. En fait, tous les constructeurs automobiles, les fournisseurs, Veoneer, c'est une filiale d'Autoliv, c'est un gros fournisseur automobile. Ensuite, vous avez Bosch, ZF, Panasonic, tous utilisent NVIDIA. Donc à chaque fois, c'est Bosch by NVIDIA, ZF by NVIDIA. Donc NVIDIA a vraiment sur les GPU, sur les unités de processing, mais aussi sur les algorithmes, vraiment pénétré le marché automobile très largement. Et il y a les Chinois. Baidu, Baidu c'est le Google chinois. Voyant il y a quelques années Google, le vrai, l'américain, se lancer dans le véhicule autonome, eux aussi se sont lancés là-dedans, et eux ont une approche de plateforme ouverte. Donc c'est-à-dire qu'ils ont toutes les briques nécessaires pour le véhicule autonome, de la map au computing, les solutions ITS, la simulation, la sécurité. Ils ont vraiment tout le puzzle technique nécessaire au véhicule autonome, et ils développent des algorithmes pour traiter tout ça et qui mettent après en open source. Donc, ce qui fait qu'on voit des nouveaux partenaires arriver avec des véhicules autonomes assez élevés en termes d'autonomie, niveau 4, hein, en un an et demi. Par exemple, en à gauche, c'est UDELF. UDELF, personne ne connaît, c'est tout nouveau. Par contre, ils ont un van de livraison dans des sites pilotes aux États-Unis. UDELF, ils n'existaient pas il y a un an et demi. En bas, au milieu, ce sont King Long. Alors, King Long, c'est un fournisseur de shuttle autonomes qui avait 0 shuttle il y a un an et qui en a 100 déployés dans 21 villes en Chine. Comment ils ont réussi à aller aussi vite? Ils ont repris tous les éléments de la plateforme de Baidu. Donc il y a des approches plateforme et open source qui font émerger des nouveaux acteurs sur le véhicule autonome très très vite. Ce qu'on a vu aussi de la part des constructeurs, cette fois, toujours sur le véhicule autonome, c'est l'expérience on-board. La promesse du véhicule autonome, c'est de redonner du temps à l'utilisateur qui sera plus contraint par la conduite et qui pourra faire autre chose. Alors, autre chose, quoi? Alors, tout le monde a sa petite vision. Quand les sondages disent ça, les gens voudront communiquer, lire, manger, dormir, etc. Mais les constructeurs se disent, nous, on va dire aux gens ce qu'ils ont envie de faire. Donc, chacun a sa vision. Donc Kia, il montrait des espèces de pods, des habitacles de futurs véhicules autonomes qu'ils appellent READ, Real Time Emotion Adaptive Driving, qui utilisent des capteurs dans le cockpit, qui mesurent votre rythme cardiaque, vos expressions faciales, l'activité électrodermale, c'est la moiteur de la peau, la conductivité de la peau, ça désigne ça donne une indication du stress, de l'activation, pour adapter l'intérieur du véhicule à votre état émotionnel du moment. Si vous êtes plusieurs, on fusionne tout ça et voilà, on vous fait une autre offre. Bon, avec du tracking visuel et gestuel, parce que les boutons, les touchscreens, c'est un peu dépassé. Donc, vous pouvez communiquer avec le véhicule, soit par tracking visuel, soit en faisant des gestes pour passer les films que vous voulez voir, dire plus de son, arrête, etc. Voilà, c'est la vision de Kia. Son partenaire Hyundai, eux, ils ont des cocoons, des cockpits en forme de cocoon. Là, l'idée, c'est pas de montrer vraiment le design d'un futur véhicule autonome, mais vraiment de parler de l'expérience à bord. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes d'activité dans ces futurs véhicules autonomes, peu importe leur forme. Et donc là, est-ce qu'on pourrait faire du gaming, des jeux vidéo, découvrir du contenu culturel, de la productivité, de l'activité sportive? On pourrait faire du petit fitness dans sa voiture, pourquoi pas? Une petite heure de gym le matin avant d'aller sur le trajet du travail, pourquoi pas? Sinon, oui, Audi, eux, se disent, ce qui est vrai, je ne sais pas si vous avez déjà, en tant que passager, regardé votre smartphone pendant plusieurs minutes en voiture. Certains deviennent malades. Hein. La motion sickness, le mal des transports, c'est quelque chose de réel. Donc Audi se dit, si on redonne tout ce temps aux passagers et qu'on leur dit, regardez votre tablette ou votre smartphone, ils vont tous être malades. Donc une des solutions
exploratoire, c'est la réalité virtuelle. Alors vous me dites, la réalité virtuelle, c'est encore pire en termes de déconnexion, on est complètement dans l'environnement virtuel. Non, parce que dans la réalité virtuelle, dans l'expérience d'Audi, on retransmet des éléments du monde physique. Donc on voit en partie la route, et dessus, c'est la route augmentée. On voit des choses. Donc en fait, vous restez ancré visuellement dans la route, sauf que vous avez une expérience de réalité augmentée via ce casque de VR là. Voilà. Bon, why not? Valeo, alors Valeo, ils ont montré deux choses intéressantes qui ne sont pas de l'expérience on-board. La téléopération, alors là c'est tout simple, hein, c'est quelqu'un qui est dans un simulateur de conduite qui est à distance et qui voit ce que voit la voiture, hein, qui a une caméra dans la voiture qui filme la scène de conduite, c'est même 3 caméras, on a une vision assez panoramique, et cette personne à distance conduit la voiture. Donc ça peut être utile pour le véhicule autonome, pour les cas où le véhicule autonome ne saura pas gérer, s'il y a une situation un petit peu complexe et que le véhicule avec ses capteurs embarqués, son intelligence embarquée ne sait pas gérer, un opérateur à distance pourrait reprendre le contrôle du véhicule. C'est la logique des drones, hein, les drones militaires, c'est comme ça, il y a un opérateur à distance qui pilote. Autre démo de Valeo, Voyage XR. Alors Voyage XR, c'est un petit peu... alors, vous êtes chez vous et vous avez votre famille qui part en vacances, mais vous ne pouvez pas y aller parce que vous avez une contrainte perso. Par contre, vous auriez adoré faire le trajet avec eux. Là, vous mettez votre casque de réalité virtuelle et vous êtes dans la voiture avec eux. Vous voyez tout ce qu'ils voient, etc. Alors, why not? Ça se discute. Généralement, dans les vacances, c'est pas le trajet qui est le plus sympa, c'est plutôt les vacances. Mais bon, c'est un concept. Plateforme de mobilité aussi, plusieurs partenaires, enfin plusieurs sociétés intéressantes là-dessus. La plateforme de mobilité, une annonce en grande pompe de Panasonic qui avait un stand 5 fois comme cet auditorium, énorme, et qui annonce Cirrus, la plateforme ouverte des données des véhicules. Et là-dedans, ils auront les données des véhicules, les données trafic, météo, pollution, les travaux, les accidents, tout. Et ils vont donner ça aux opérateurs d'infrastructure. Très bien, okay. C'est une vraie proposition de valeur. Ils n'ont qu'un pilote hein, dans le Colorado. Et en Europe, ils ont la plateforme prête, mais pas encore déployée. Donc à surveiller. Autre gros acteur qui finalement a une proposition un petit peu similaire, mais plus opérationnelle, Continental. Alors Continental, ils font pas mal d'équipements à l'intérieur des véhicules, dont des équipements de connectivité. Donc ils ont accès à des données issues des véhicules. Ils font aussi des équipements de bord de route. Donc ils se disent, nous aussi, on a déjà ces 2 sources de données. Et puis on a tous les clients automobiles. Donc on pourrait aussi proposer une CDAS, City Data as a Service. Voilà. Dans lequel on aurait Intelligent Intersection. Donc là, votre véhicule connecté arrive à une intersection. Il y a un piéton que vous ne voyez pas, donc vous avez une alerte, votre véhicule est alerté. Pareil pour Intelligent Street Lamp, vous arrivez à une intersection et puis on éclaire au fur et à mesure la route ou l'intersection parce qu'on sait que vous arrivez. Automated Shuttle, c'est pour les shuttles qui reçoivent la signalisation du feu pour les aider à traverser les intersections, etc., etc. Avec une approche ouverte, avec des API qui seraient accessibles à des tierces parties pour développer d'autres applications. Un pilote à Walnut Creek, là, c'est une ville dans la baie de San Francisco, où il y a quelques intersections connectées. Bon, à suivre. Mais ce qui est étonnant, et c'est là que je vais donner la parole à mon cher collègue David, c'est qu'on se dit que ce sujet-là, des plateformes de mobilité, c'est vraiment un sujet où il y a beaucoup de données, beaucoup d'acteurs, et c'est vraiment un sujet pour des gros acteurs. Mais en fait, on a des bonnes surprises sur ce sujet-là. Bonjour, David Chemla. Donc moi, je suis responsable de la transformation des métiers opérationnels chez Vinci Autoroute. Et donc, j'ai aussi eu la chance de participer au CES cette année. Et je vais vous parler de Waycare. Alors effectivement, Waycare, ils ont l'air de rien. Ils sont une douzaine. Et puis quand on arrive, ils ont un truc qui ressemble un peu à Google Maps, qui est une sorte d'hyperviseur de trafic.
Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Et en fait, ce qu'ils font, c'est assez intéressant. Ils prennent les données d'un opérateur d'infrastructure, une collectivité par exemple. Ils vont les faire converger avec les données de trafic de Waze. Et puis, avec un petit peu d'intelligence artificielle et un petit peu d'analyse de données, ils font de la détection en temps réel d'incidents, de la gestion de trafic. Ils proposent des solutions de gestion de trafic. Ils font même de l'analyse prédictive qui permet de trouver des zones particulièrement à risque selon l'heure de la journée, le trafic, etc. etc. Assez intéressant, assez bluffant, d'autant plus que ce qu'ils annoncent, c'est que, en gros, si vous êtes une collectivité, en 3 mois, ils vont réussir à récupérer les données que vous avez à votre disposition, à les mâcher, à les mettre en forme et derrière à les utiliser. Ce qui est particulièrement intéressant puisque beaucoup d'opérateurs d'infrastructures ou de collectivités ont un grand nombre de données dans leur base de données qui sont souvent très hétérogènes et très dures à traiter. Et donc là, assez rapidement, ils proposent une façon de le valoriser. Et ils marchent bien en plus, donc ils sont en fonction à Las Vegas. J'ai lu, je crois, ils annoncent une diminution de l'ordre de 10% du nombre d'accidents, ce qui est plutôt intéressant. Et d'ailleurs, ils parlent de s'étendre sur tout le Nevada et ils sont en discussion avec 3 autres États. Donc voilà, pour une petite boîte de 12 personnes, ils font plutôt très bien le boulot. Voilà. En plus, j'ai la chance de conclure cette soirée, donc je vais repasser la parole à Julien. Merci David, puis merci à Pierre, merci à Alexandre, à Mathieu, à Clémence aussi pour ces interventions. Je vais peut-être demander à Pierre, Mathieu et Alexandre de revenir sur scène, sur l'estrade. Si vous avez peut-être des réactions, des questions, des remarques, n'hésitez pas, je crois qu'il y a un micro qui va... Voilà, Claire a un micro. Si une personne souhaite réagir... N'hésitez pas. Oui, là-bas. On va donner le micro à nos intervenants. Oui, bonsoir, Myriam Chauveau. Je suis journaliste aux Échos et moi aussi j'étais au CES. Et j'avoue que je me suis un peu débattue dans cette espèce de magma. Et finalement, j'en suis repartie avec beaucoup plus de questions qu'à l'arrivée. Mais je profite du fait qu'il y a les gens de Vinci qui sont à la fois mobilité et bâtiment pour essayer de comprendre. Ma première question, elle est sur elle est sur ce que j'ai cru comprendre était une des grandes tendances de cette édition, c'est la convergence bâtiment-mobilité via le courant continu 48 volts. Alors vous avez montré la shuttle autonome de Panasonic, qui s'appelle e-Powertrain 48 volts. J'ai cru comprendre qu'il y avait un petit peu une guerre de position en ce moment entre les acteurs de la mobilité, par exemple ceux qui sont dans le camp de Vinci Autoroute, et les acteurs du BTP, pour qui prendrait position et qui prendrait l'ascendant sur l'autre. Et donc ce courant continu 48 volts qui doit être le courant qui doit alimenter à la fois le bâtiment du futur et la mobilité du futur, va les faire converger, et chacun aujourd'hui est en train de se positionner. Est-ce que vous avez regardé ce thème-là ? Alors, moi, je sais parler que pour la mobilité. Le 48 volts à la place du 400 pour les véhicules électriques est un vrai mouvement. C'est Valeo qui propose beaucoup de choses dans le domaine du véhicule électrique. C'est pour les petits véhicules électriques. Ça a beaucoup d'avenir pour certains marchés, mais je ne sais pas répondre sur la convergence entre ça et la demande du bâtiment, et je ne sais pas si ça va accélérer. Je connais mal la partie bâtiment sur ce sujet-là. Alexandre, tu voulais peut-être réagir particulièrement sur ce que tu as pu voir. Juste par rapport à la partie Smart Home, Smart Building, il y a en effet des projets qui ont été lancés côté courant continu à l'intérieur du bâtiment. Il y a des vrais enjeux énergétiques. Maintenant, quand on regarde le nombre d'acteurs et le nombre de fabricants qui ont produit des devices capables de fonctionner avec du courant continu, on fait souvent le parallèle à ce qu'on appelle le PoE, donc le Power over Ethernet. Il y a un fabricant qui s'appelle Philips qui a commencé à faire vraiment la partie luminaire qui est pilotable en IP via du PoE, donc via du courant continu. Après, c'est une tendance et on s'aperçoit que ça devrait normalement sortir notamment à BeamWorld où il y a quelques sujets par rapport à cette thématique-là. Maintenant, le schéma et le lien entre la mobilité et la partie Smart Home ou Smart Building, c'est vrai que, voilà, pour moi, je ne l'ai pas vu plus que ça. Par contre, j'en ai entendu parler, il y en aura certainement sur BeamWorld sur cette thématique.
C'était un des gros sujets de la Smart Building Alliance, qui était une des délégations qui allait au CES et qui se soucie beaucoup de cette convergence et de qui va prendre l'ascendant sur l'autre entre les acteurs de la mobilité et les acteurs du bâtiment. Et ma deuxième question, en fait, toujours sur le bâtiment, j'ai cru comprendre que la 5G ne serait pas compatible avec certaines façades de bâtiments, avec la double peau, voire avec certains matériaux pour la façade. Est-ce que ça, c'est un thème que, côté bâtimentaire, vous avez regardé sur la 5G? Désolé, hein, mais... Je sèche. J'assume, je sèche sur ce sujet. Il y a une personne de Vinci Construction sur ce sujet qui a une réponse, mais à regarder, oui, effectivement. Mais il n'y a pas de réponse. Mais on pourra certainement vous en donner une après le meeting sur ce point spécifique. Je m'engage à vous donner quelques éléments si vous souhaitez. D'autres questions peut-être, ici. Est-ce qu'on peut faire? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour tout ce travail de restitution des données. Donc on était beaucoup, enfin je pense qu'on est à peu près tous venus ici pour savoir ce qu'il y avait d'intéressant au CES. Vous faites un énorme travail de prospection que vous devez aussi faire auprès de pas mal d'autres festivals. En fait, ma question c'est, est-ce que vous mettez ces informations à disposition, que ce soit directement ou indirectement, par le biais de partenariats, apports d'affaires, meetings ou autre chose? Alors, ces informations sont à disposition ce soir, pour une partie d'entre elles en tout cas, et la présentation que vous avez vue là sera également distribuée donc, sur notre site et sur nos sociaux. Par ailleurs, c'est l'une des vocations de Léonard que de faciliter finalement la constitution d'un réseau et de nouveaux partenariats entre des acteurs comme ceux que nous avons présentés ce soir et le groupe. C'est pas toujours facile pour les startups de trouver leur chemin au sein d'un groupe aussi, disons, complexe que Vinci. C'est pas toujours facile pour les opérationnels de Vinci que d'aller chercher la solution la plus pertinente. Et donc, on est là pour faire le buffer et la membrane, entre guillemets, entre ces deux mondes. Donc, voilà, j'espère répondre à la question. Une autre question. En haut. Bonjour. J'ai l'impression dans tous les objets que vous avez présentés qu'il y a beaucoup de prototypes. Et ma question, ce serait de se demander qu'est-ce qui, selon vous, dans 5-10 ans, vont permettre à ce que ces prototypes qui font parfois rêver vont vraiment se mettre en application? Parce qu'il y a des choses où on se dit, est-ce que vraiment il y aura une mise à l'échelle importante et est-ce que concrètement ça se réalisera? Pierre, peut-être sur les sujets de prototypes de mobilité qu'on a pu voir se concrétiser dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Alors, il faut cibler un domaine là. Donc pour la mobilité, par exemple pour les shuttles, on va prendre parce que c'est une réalité d'aujourd'hui. Il y a des shuttles qui sont déployés dans des sites pilotes aujourd'hui. En France, on a les 2-3 leaders sur le domaine des shuttles, Navia, EasyMile et L'Or. Donc ça existe aujourd'hui. Il y a à peu près dans le monde, on va dire, 250 shuttles avec des niveaux d'autonomie intermédiaires qui sont déployés. Donc bon, ça existe. Si on prend un autre exemple, qu'est-ce que vous aviez en tête exactement comme technologie? Parce que si on prend la moto de Oversurf, je ne sais pas. Là, il y a du travail technique, réglementaire. Il y a un vrai modèle économique à creuser, une pertinence globale quand même à vérifier. Ça dépend vraiment de la techno, de l'usage en fait. J'avais pas de prototype en tête particulier, c'est juste que dans le salon j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de prototypes. Enfin, je sais pas quel ressenti que vous avez eu en... Alexandre, peut-être sur une vision sur les dernières années, ce qu'on a pu voir Oui, alors, faut être clair, c'est qu'au CES, on voit aussi indirectement, historiquement, beaucoup de gadgets. Et l'histoire du CES, à un moment, quand ils disaient c'est le Consumer Electronic Show, c'est qu'on pouvait voir absolument de tout. Quand ils ont dit on l'enlève à un moment, c'est aussi de prendre une posture et de s'orienter vers quelque chose qui est potentiellement des produits un peu plus industrialisés, un peu plus matures. Il y a quand même aussi énormément de startups, donc forcément, il y a des niveaux de maturité qui ne sont pas les mêmes. Maintenant, du fait, à la limite, d'avoir ce sujet un peu plus industrie, d'avoir des sujets de résilience, d'avoir des sujets qui sont quand même plus orientés industrie, au sens large, il y a quand même plus de maturité dans ce que l'on peut percevoir et il y a quand même plus d'industrialisation.
Maintenant, voilà, il y a en effet toujours un tri à faire de toute manière, et on y va aussi pour prendre de l'inspiration. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses très bien industrialisées, mais sur lesquelles il n'y a pas forcément encore de modèle économique, ou c'est peut-être en même temps trop tôt par rapport à certaines tendances. Donc il y a quand même un moment, une prise de recul à prendre, enfin à faire, et à se poser la question de savoir si cette techno elle est peut-être très bien, mais est-ce que vraiment elle rencontre le marché tout de suite? Une question devant. Merci beaucoup. Je voulais vous demander quels sont, encore une fois, les avantages de la 5G sur, par exemple, la 4G ou Long-Term Evolution. Si on parle de autonomous driving, peut-être vous pouvez juste effleurer ça, peut-être aussi les désavantages. Et je réfléchis aussi à l'idée que peut-être ces réseaux, s'ils sont utilisés pour ceci, pourraient peut-être être encadrés par un cadre réglementaire, peut-être qu'il y aura un certain contrôle de par exemple, switch over from one network to the other pour qu'il n'y ait pas de fault à ce moment-là. Et peut-être plus grand, si on pense à un grand projet européen, peut-être même créer un standard européen pour toute cette industrie, peut-être pour ou bien protéger ou bien favoriser quelques-uns de nos propres incumbents. Désolé pour le dual language. La 5G pour le véhicule autonome est intéressante en termes de performance et en termes d'architecture. En termes de performance, il y a des débits largement supérieurs à la 4G. Et en termes de latence, des latences qui peuvent être très réduites. En termes d'architecture aussi, dans la 5G, ce qu'il n'y a pas dans la 3G, dans la 4G, c'est le slicing. On peut organiser la bande de fréquence de la 5G par couche. Et donc, on peut associer à chaque couche des niveaux de performance différents. Et ça se prête bien au véhicule autonome. Pourquoi? Parce que le véhicule autonome aura besoin de connectivité pour tout un tas de choses, mais avec des niveaux de performance différents. Je vous donne un exemple. Véhicule autonome, niveau 5, on est dans sa voiture, tout est autonome, on veut streamer en HD du Netflix. Donc là, la latence n'est pas très importante. Par contre, en termes de débit, il faut des gros débits. Donc on pourrait imaginer une couche de la 5G avec ce type de performance-là. Latence pas critique, mais des gros débits. Par contre, si on est sur le véhicule autonome, on aura besoin de communiquer avec l'infrastructure pour des applications de sécurité, un évitement, une intersection. Là, on est sur de la toute petite donnée, donc en termes de débit, pas beaucoup. Par contre, des latences qu'il faut toutes petites, et vraiment des très faibles latences. Donc là, on pourrait imaginer avoir une couche de l'architecture 5G réservée aux applications de sécurité. Donc voilà, il y a quelques exemples comme ça où et l'architecture, par couche et par niveau de performance différentes par couche, répond bien globalement aux besoins du véhicule autonome. Et sur la réglementation, il y a beaucoup de choses qui se discutent aujourd'hui. Il y a des instances réglementaires, la 3GPP par exemple au niveau de l'Europe, et plus spécifiquement sur le véhicule autonome, des associations qui se forment de constructeurs, d'équipementiers. Il y a la 5GA, c'est la 5G Automotive Association, qui regroupe une grande partie de la filière automobile, qui justement pousse pour accélérer le développement de la 5G pour les besoins automobiles et que le cadre réglementaire soit défini au plus vite. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent sur la 5G au niveau réglementaire. Peut-être une dernière question dans la salle, alors le temps qu'elle se formalise peut-être. Juste vous dire que on va vous inviter à poursuivre les échanges autour d'un verre, et le temps que le micro arrive jusqu'à là-bas, vous dire que Léonard a une programmation événementielle dense sur l'ensemble des sujets qui touchent à la ville et aux infrastructures. On a essayé de vous en donner un exemple. Peut-être Mathieu, tu peux nous rappeler le prochain événement, il y a le micro juste à côté de toi, qui aura lieu de mémoire sur le bâtiment. Le prochain événement a lieu le 29, tu vas pouvoir me dire quel jour. Et comment le 5 février? Le 29 Le 29 janvier, voilà. Bref, tout ça aux agendas. Donc le 29 janvier à 19h, où on explorera pour la 3e fois au cours la question de la ville zéro émission, donc et zéro carbone en particulier. Donc on a déjà eu 2 événements qui ont porté pour l'un sur bien un débat un peu général, et notamment qui s'est concentré en particulier sur la question du calcul de l'empreinte carbone du bâtiment. C'est assez complexe à calculer, et en tout cas les méthodes varient et diffèrent.
On a, en début de semaine, parlé de la question des matériaux et on abordera la délicate question des avantages, disons, comparés de la construction et de la rénovation. Voilà, donc bas carbone. Ça n'est qu'un des exemples, effectivement, des nombreux événements que vous pouvez retrouver sur le site. Donc on est bien le 29 à 19h. Voilà, bâtiment sur 40. La dernière question, madame. Oui, bonsoir. Françoise Sœur, Vinci Construction. Déjà, merci beaucoup pour la qualité des nouveautés présentées et l'échange. Et justement, parmi les nouveautés présentées, comment est-ce que vous faites les liens avec nos activités? Alors, moi, j'ai plutôt les chantiers de construction en tête. Comment voyez-vous justement l'évolution de nos métiers et notamment les compétences de nos équipes? C'est peut-être un peu large. Hein, mais... Oui, c'est assez large, en effet. Clémence complétera potentiellement ce que je veux dire. Sur les sujets qui traitent effectivement au métier des chantiers, je pense que les technologies qu'on a présentées sur les grands axes technologiques, notamment l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, les nouvelles interfaces vocales, sont autant de technologies qui portent en elles un certain nombre de cas d'usage qui peuvent avoir des déploiements au sein des chantiers. On a vu également, je ne suis pas certain qu'on les ait toutes présentées, des propositions de valeur sur des exosquelettes, sur des cobots, sur des robots, qui également sont susceptibles d'avoir des applications autour de la vie de chantier et de ces thématiques. Alors je ne vais pas vous mentir, le chantier, c'est contrairement à la mobilité et au car electronic que mentionnait tout à l'heure Pierre, c'est pas le grand des sujets. Mais par exemple, la start-up sur les drones qui permet globalement à un opérateur non qualifié de mobiliser rapidement cette technologie pour avoir du scanning, d'infrastructures, enfin d'installations industrielles. On peut aussi avoir sur des grands chantiers, de grands ouvrages, des exploitations, des cas d'usage intéressants. Donc ça, c'est pour ça aussi qu'on a mobilisé des personnes des différentes filiales du groupe pour venir se confronter à ces inspirations et pour en revenir à capter potentiellement des cas d'usage à développer au sein de vos métiers. Donc l'année prochaine, il ne faut pas hésiter à lever la main pour venir enrichir la Learning Expedition qui pourra se rendre. Et ça sera mon dernier point avant de vous inviter à prendre un verre, aussi pour Léonard, dans notre travail de prospective sur les sujets des nouvelles mobilités, sur les sujets de l'intelligence artificielle, sur des sujets de la résilience climatique, aussi en matériaux qu'on essaye de réinjecter dans les travaux de projection des nouveaux métiers du groupe qu'on est amené à produire pour le compte des entités. J'espère que j'aurai répondu, c'était un peu difficile, désolé, d'embrasser la totalité de votre question. S'il n'y a aucune frustration autour d'une ultime question, je vous propose de nous rejoindre autour d'un buffet qui est au premier étage. Merci.